formation d'ailleurs universitaire. J'ai fait plutôt de la science politique d'ailleurs. Et puis une carrière professionnelle plutôt dans le monde de l'enseignement. Et puis au détour de mes contacts, j'ai été amené à rencontrer un de mes associés qui est Quam, qui lui a également une formation d'ingénieur et qui a participé à la création de plusieurs écoles, l'école 42 de Xavier Niel, l'école Epitech. Et lui, Quam avait dans ses amis Sylvain Chavry, le Chalonnais, je dirais, qui lui a fait carrière dans le monde de la finance. Sylvain avait une connexion avec Sébastien Martin et on s'est tous connectés ensemble. Et puis, il y avait une volonté de vouloir créer une école dans le domaine du numérique. 80% de nos étudiants sont effectivement appartiennent au territoire. Ils sont sur le territoire. C'est 80% de nos étudiants. On a monté l'école en 2021. On a acheté le bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui. On a fait 3 ans de travaux, c'était un peu compliqué, etc., etc. Finalement, on est rentré dans ces locaux au mois de septembre dernier. On a aujourd'hui 25 étudiants. Je dirais 7 étudiants sur la partie bachelor et communication, 16 étudiants sur la partie programmation informatique et 2 étudiants en master. Sur le bachelor marketing communication digitale, l'idée est plutôt de former sur plusieurs types de métiers. Évidemment former des marketeurs qui sont clairement orientés digital. C'est évidemment de former des communicants qui eux-mêmes vont utiliser les réseaux sociaux pour assurer la promotion d'un produit ou d'un service. Mais c'est également de former des graphistes. C'est également de former des gens qui ont des compétences dans le domaine de la vidéo, de la photo, et qui vont accompagner les entreprises dans l'animation de leurs réseaux sociaux. Donc, par voie de conséquence, de former des community managers. Ça, c'est pour la partie marketing. Bon, la partie programmation, je veux dire, tout le monde comprend un peu de quoi il en retourne. On parle de développement informatique, on parle d'applications informatiques. Ces applications, soit ce qu'on appelle les technologies web, donc fabriquer des sites web, etc. Mais ça peut être également des applications dites mobiles. On accède via un téléphone mobile. Là, on parle vraiment d'applications informatiques. Alors, on parle d'applications. Alors, oui, si vous me dites Instagram, derrière, il y a des développeurs, évidemment. Il y a des algorithmes, évidemment. Donc ça, c'est eux. Ça, c'est eux. C'est eux. Mais vous voyez, ils n'animent pas le réseau social. En revanche, ils le construisent. Ils ont besoin pour le construire des marketeurs et des communicants. Oui. Donc le contenu, c'est pas eux, mais la façon de mettre en valeur le contenu, c'est eux. Et au-delà de ces 2 bachelors, nous proposons également un master, un avec une option IA ou une option cybersécurité. Mais c'est accessible après le bachelor. On veut s'assurer, là encore, que les étudiants qui rejoignent ces masters-là ont clairement de l'appétence dans ces domaines-là. C'est des domaines un peu complexes, et donc il faut vraiment qu'ils aient une réelle volonté de vouloir rejoindre ce type de cursus. Alors, si je veux rentrer dans votre école, oui. Donc forcément j'ai un bac. Forcément j'ai un bac. Un bac. Peu importe le bac. Ce qui est important, c'est pour ça qu'on fait passer des entretiens dans cette école. Pour nous, ça c'est fondamental. C'est de s'assurer que la personne qui veut rejoindre ce cursus, ou c'est l'un des 2 cursus, a clairement de l'appétence dans le domaine. On est sur un modèle pédagogique très atypique. Dans cette école, il n'y a pas de professeur. Vous voyez, il n'y a pas, la formation n'est pas, verticale. Il n'y a pas de classe de cours avec des tables et des élèves qui écoutent. Il y a des tables, des chaises, mais il y a des machines sur les tables et les chaises. Et en fait, ils travaillent en mode projet. Donc on leur donne, alors au début ce sont des petits projets évidemment, mais on leur donne un projet et puis ils vont aller chercher par eux-mêmes les réponses aux questions qu'on leur pose à travers le projet. À côté d'eux, il y a ce qu'on appelle des coachs pédagogiques qui sont là pour les accompagner dans les pistes qu'ils sont en train d'explorer pour mener à bien le projet. Quand ils ont terminé leur projet, on va leur demander de soutenir leur projet. Donc ils passent une soutenance. C'est systématique dès le début de l'année. Une soutenance devant tout le monde Devant tout le monde, devant leur père. Devant leur père. Devant leur père et devant les équipes pédagogiques. Vous voyez ? Pourquoi on fait ça ? Pour commencer à les former à la prise de parole en public. On a vocation à former des professionnels de l'entreprise. Et donc ils ont vocation demain à présenter des projets aux entreprises, aux collaborateurs. Et donc il faut qu'ils soient formés sur la prise de parole en public.
Et si le candidat, donc il va venir faire un entretien, est-ce qu'il a aucune compétence informatique? On n'exige aucune compétence à l'entrée. On met l'accent sur l'appétence dans le domaine, la compréhension de notre modèle pédagogique. On met beaucoup l'accent sur notre documentation, sur notre brochure, sur notre site, sur l'intelligence collective. Vous voyez, là où, jusqu'en terminale, on leur interdit, comment dirais-je, de copier sur la feuille de son camarade, ici dans cette école, on leur permet de copier. On met en commun. On met en commun. On travaille en équipe. On trouve ensemble des solutions. On travaille en intelligence collective. Alors, est-ce que dans ceux qui font de la programmation, qui sont les plus nombreux, est-ce que vous aviez quand même des jeunes garçons ou filles qui avaient déjà, qui bidulent sur leur ordinateur, qui travaillent les codes? Aujourd'hui, dans nos effectifs, on a des jeunes qui sont extrêmement brillants sur la partie développement. Et d'ailleurs, on est en train d'étudier un de nos profils qui est rentré, donc il a eu son bac l'année dernière, un bac scientifique. Il a eu donc son bac l'année dernière, il a rejoint l'école à partir de septembre, et la manière dont il avance, on se dit que là où les autres vont devoir passer le titre en 3 ans, lui, on pense qu'on va le présenter au titre dans 2 ans. C'est un peu le niveau du jeune en question, mais il est brillantissime. Vous n'envisagez pas une catégorie spéciale pour ce type d'élèves? Non. On veut de l'émulation. D'accord. Vous voyez, il faut que tout le monde tire tout le monde, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, on a à côté de ça des jeunes qui sont moins brillants. Mais bon, c'est pas grave, on les emmène. Et puis, l'idée, l'idée, c'est de les accompagner dans leur ambition professionnelle. On n'a pas tous la même ambition. Il y en a qui ont vocation à devenir demain ce qu'on appelle des développeurs web. C'est pas des postes top niveau. Mais cela dit, si son ambition c'est de devenir développeur web et qu'il y trouve son compte, qu'il est heureux à devenir développeur web, banco, on l'accompagne à devenir développeur web. Pour nous, c'est pas un problème. En revanche, on peut avoir des jeunes gens, beaucoup plus brillants évidemment, qui eux vont vouloir faire de la cybersécurité, adresser des problématiques extrêmement complexes ou de l'IA. Donc on va les accompagner dans le cadre de leur projet. Alors comment ça se passe une journée type d'un étudiant, d'un bachelor? Si on prône un peu la liberté dans cette école, en d'autres termes, on ne leur impose pas d'arriver à une heure précise à l'école. En revanche, on leur donne une fourchette. Donc ils peuvent arriver entre 8h30 et 10h le matin. De la même manière, ils peuvent quitter l'école à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Bon, ça c'est important à dire. Et pourquoi nous faisons ça? Parce que nous estimons que d'abord il faut les responsabiliser. La liberté, ça suppose son corollaire, la responsabilité. Et donc, on veut rapidement responsabiliser nos étudiants. Donc, on leur laisse ce choix, cette liberté de gérer leur emploi du temps. Ensuite, quand ils arrivent à l'école, première chose qu'ils font, ils ouvrent leur ordinateur. Évidemment, ils regardent les projets qui sont tombés, ou ils regardent les projets sur lesquels ils ont commencé à travailler. Et puis là, ils vont travailler pendant 2-3 heures. Ils vont parfois faire des pauses, se mettre en salle détente, discuter avec les camarades, discuter avec le coach pédagogique, et puis ensuite c'est l'heure du déjeuner évidemment, ensuite de retour l'après-midi derrière sa machine, et on continue à bosser sur ses projets jusqu'au moment où on a bouclé le projet, et là on doit rendre le projet, il y a une évaluation qui est faite par les coachs pédagogiques, et ensuite on procède à la soutenance. Ça, globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. À côté de ça, on a organisé également un cours, enfin pas un cours en fait, on appelle pas ça un cours, on appelle ça des séquences de discussion. L'idée c'est que on a un formateur, un coach qui vient, qui pose des sujets sur la table d'actualité ou des sujets type, par exemple, je prends la peine de mort par exemple. Il pose la question de la peine de mort sur la table et on associe les étudiants autour d'une discussion autour de la peine de mort. Puis on amène évidemment des éléments intellectuels, des concepts, vous voyez, de manière à ce qu'ils se saisissent de la peine de mort, mais de manière un peu plus intelligente, de manière un peu plus intellectuelle. Vous voyez, et donc, on organise tous les jeudis, tous les vendredis, ils sont en séquence de discussion. Et puis, on a évidemment l'anglais qui est fondamental. On est dans des métiers où l'anglais doit être maîtrisé. Et de la même manière, ils ont de l'anglais tous les jeudis. Ils ont des cours d'anglais? Ils ont des cours d'anglais. Comme des cours, on va dire, ouais. Non, c'est aussi en mode projet. C'est-à-dire que c'est beaucoup autour de la discussion, c'est moins de l'écrit et plus de l'oral. Je crois, d'ailleurs, il me semble,
que si on doit apprendre l'anglais, on doit d'abord apprendre à le parler avant de l'écrire. Le coach d'anglais amène ses propres supports, donc met à disposition des étudiants ses supports. Mais à côté de ça, évidemment, il y a des conseils. Je sais qu'il leur conseille souvent des séries. Alors, le coach d'anglais adore les séries. Et est-ce que les jeux vidéo sont intégrés dans les deux bachelors Complètement. Complètement. Ils sont joueurs ici, ça joue. C'est clairement, ça joue, on le sait. Ils font des pauses, ils jouent, on le sait. Alors on est en train d'organiser, je dirais, une LAN. Donc l'idée c'est de faire venir autour d'un jeu, de faire venir des visiteurs et des étudiants. Et ils vont participer à une LAN party. Je veux dire, et ça va se pratiquer effectivement à l'école. Alors comme c'est une école privée, donc c'est une école où il faut payer, quel est le droit d'entrée dans votre école? Alors le ticket d'entrée, il est de 8700 et des brouettes. Ouais. Je ne connais pas précisément, mais on est à 8700 par an. Oui, tout à fait. Sachant qu'à partir de la deuxième année, c'est l'entreprise qui finance. Oui, on va en parler après de la deuxième année, comment ça se passe. Donc là, il faut 8700 €. Est-ce qu'il y a des aides de l'État? Est-ce qu'ils ont des aides? Ou est-ce que c'est... Non, c'est privé. C'est complètement financé par l'étudiant et ses parents, évidemment. Sachant que nous, on a quand même un partenaire financier qui est une banque chalonnaise, qui est ici le Crédit Mutuel, qui va accompagner nos étudiants dans le cadre de la mise en place d'un prêt étudiant. Vous voyez, qui est quand même très avantageux pour les jeunes gens. Et au niveau social, parce que 8700 €, faut quand même les avoir. D'où viennent-ils ces jeunes? De quelle catégorie un petit peu sociale? Je dirais. Tout et rien? Oui, ils sont. Bon, on en a certains dont les parents sont un peu plus aisés que d'autres, vous voyez, mais. Je pense à Théoden, qui les parents restent modestes, ont des revenus modestes. Il est allé au Crédit Mutuel, il a monté un prêt étudiant et il est très heureux d'avoir monté ce prêt étudiant, très heureux dans l'école. Ça y est, il est en alternance, il reçoit 900 € par mois de rémunération. Il commence même à rembourser déjà son prêt étudiant. Vous voyez, donc bon. Il n'y a pas de sélection, comment dirais-je, autour de la capacité ou pas financière de l'étudiant à rentrer dans l'école. Et si je dois faire un effort financier, je ferai l'effort financier. Si j'estime que l'étudiant est top niveau, qu'il a un gros potentiel, je le prends. Alors là, ils sont en train de travailler. Le coach, il est où? On sonne pour qu'il vienne ou comment on fait? Alors en général, il est dans les salles. Vous voyez, mais Kevin, il est dans la salle. On le voit. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on le voit. Il est dans la salle en train de coacher les étudiants. Mais quand il n'est pas là, l'étudiant, il a le moyen de l'appeler pour résoudre un problème. On a par ailleurs un outil qu'on appelle un Discord. En fait, c'est un outil qui permet effectivement, à distance, d'interroger les coachs si besoin était. Et donc, il y a un retour du coach à travers cet outil, Discord. Donc, la première année, c'est de la formation théorique et pratique. Puis, en deuxième année, l'objectif change parce qu'il faut les mettre devant l'entreprise, devant la réalité. Absolument. Donc là, effectivement, au cours de la première année, que nous situons autour du mois de mars-avril, on va commencer... D'abord, on s'interroge sur la capacité des étudiants à rejoindre l'entreprise dès le mois de septembre. Tous ne sont pas prêts. Et là-dessus, je suis extrêmement exigeant. C'est-à-dire que je veux qu'ils aient à la fois les compétences, le savoir-faire, mais je veux également qu'il y ait du savoir-être. Pour pouvoir rejoindre l'entreprise, il nous faut ces deux conditions. Et quand ils ne remplissent pas les deux conditions, je les rencontre avec les parents, je fais un point et je dis là, attention, on n'est pas sûr qu'ils puissent rejoindre une entreprise à la rentrée au mois de septembre. Et auquel cas, on les poursuit 6 mois dans l'école. Ils redoublent en fait? Non, ils ne redoublent pas, ils poursuivent. Sauf qu'ils ne sont pas en alternance. D'accord. En revanche, ceux pour lesquels on estime qu'ils sont prêts, on va donc les accompagner dans cette recherche d'entreprise. Donc nous nous occupons, comment dirais-je, de les préparer à l'entrée dans le recrutement. Nous faisons évidemment nos animations des séances de CV, de construction de CV. En l'occurrence, cet après-midi, on a des étudiants qui sont avec, comment dirais-je, une chargée de développement qui va s'occuper de la construction du CV avec eux. Et puis ensuite, on va leur proposer des entreprises pour qu'ils puissent être recrutés par une entreprise à partir du mois de septembre. Alors, quel type d'entreprise chalonnaise? Partout. Absolument. Là aussi, on a la limite du raisonnable en termes de transport, vous voyez. Mais en l'occurrence, j'ai Mathis, donc une deuxième année, qui lui a rejoint une entreprise à Marsanel et Dijon, je crois. Donc lui, il habite plutôt Châlons. Il a été obligé donc de prendre un appartement. J'ai négocié avec l'employeur pour que l'employeur accepte de payer un petit peu plus cher le jeune.
de manière à ce que lui puisse assumer le fait de prendre un appartement. Ça s'est fait, on peut dire banco. Le gamin est heureux, le tuteur nous a fait un bon retour sur le gamin, opération réussie. Et en alternance, ils ont une sorte de salaire ou d'indemnité? Ah, il y a un salaire. Un salaire? C'est un salaire. Un vrai salaire. Un vrai salaire qui est autour de, je veux dire en moyenne, c'est autour de 900 € par mois. Ouais. Donc Net. Donc ça leur permet quand même un petit peu de vivre. Oui, absolument. Et donc quand je reprends le cas de Mathis, donc il a des aides au logement, évidemment. L'APL. Bien sûr. Ok. Et donc son employeur, alors pour le coup son employeur contribue un peu plus. Okay, donc on a décidé que l'employeur qui lui versera 1100 €. Et donc il a ces 1100 € qui tombent tous les mois. Et il a l'APL et donc il arrive à financer sans aucun souci sa partie alternance et l'école. Alors la deuxième année, donc c'est l'alternance ici et là-bas en entreprise. La troisième année, c'est dans la même entreprise. En général, on signe des contrats sur 2 ans. Pour ceux qui rentrent en deuxième année, pour ceux qui rentrent en alternance à partir de la deuxième année, pour ceux qui vont rentrer en alternance à partir de la troisième année, dans ce cas-là, ce sera une année. Mais l'alternance est obligatoire dans le cadre de notre cursus. On ne peut pas présenter un jeune au titre, au diplôme, sans qu'il soit en alternance. C'est obligatoire. Alors, ils passent leur bachelor, donc leur licence, où? Devant qui? Devant quel jury? Vous ou un jury extérieur à l'école? C'est un jury externe. C'est un jury externe. Nous sollicitons, comment dirais-je, un centre d'examen, qui est un organisme de formation qui, lui, a vocation à mobiliser des jurys professionnels. Donc nous envoyons ces jeunes gens devant, ils sont convoqués pour passer le titre. Globalement, il y en a pour 2h30, les titres, quel que soit le cursus, c'est 2h30 d'épreuve. Et donc c'est un jury de professionnels qui sont complètement indépendants. Et qu'est-ce qu'ils présentent devant ce jury? Un projet. Leur projet. Leur projet. Qu'ils ont mis sur lequel ils ont travaillé pendant au minimum 1 an, voire 2 ans. Et donc c'est un projet lié avec l'entreprise ou pas? Ça peut être ou pas avec l'entreprise. Parce qu'après il y a des problèmes de confidentialité. Il y a des sujets sur lesquels le jeune ne peut pas exposer. Donc quand c'est comme ça, on les accompagne ils passent par une phase d'idéation dans laquelle ils vont construire un peu leur projet. On les accompagne dans cette phase d'idéation pour qu'in fine, ils aient un projet. Et ce projet-là doit, dérouler l'ensemble des compétences du titre. Vous voyez, donc on doit valider de cases. Il faut cocher les cases de la compétence pour faire en sorte qu'ils obtiennent leur titre. Et après, ils trouvent du travail sans problème? Oui, sans aucun souci. La promesse que nous faisons, c'est qu'ils sont employables à la sortie du cursus, incontestablement. Alors vous avez des très grands locaux, vous avez même 3 étages. Donc pour l'instant, il n'y a que le rez-de-chaussée qui est occupé, parce que le nombre d'élèves n'est pas encore... clairement. Vous avez 25, c'est ça? Absolument. Bon. Donc si vous avez des grands locaux, c'est que vous avez des envies de vous agrandir. On a de l'ambition. Je ne vous cache pas qu'on a de l'ambition. Oui, ça se voit. Alors donc c'est quoi votre ambition? On voudrait effectivement de faire de cette école une unité à 250 étudiants en totalité. 250, c'est beaucoup. 250 répartis sur... 3 ans. 5, oui, parce que les masters. Ouais. Donc vous voyez, sur 5, ça ferait 50 par promotion, en l'occurrence. Donc ça supposerait recruter une 50aine de nouveaux étudiants chaque année, par an. Par an, puisque nos premières années vont en deuxième, puis les 2 en 3, puis les 3 en 4, etc. Et puis on admet également ce qu'on appelle les admissions parallèles. Dans le jeu qu'on fait un bac+2 par exemple ailleurs, qui aurait envie de nous rejoindre dans le cadre du bachelor, eh bien on étudie le dossier pour voir si effectivement ils peuvent nous rejoindre. Est-ce qu'on peut venir faire ici des modules, c'est-à-dire pas toute sa scolarité, mais un module spécifique que vous pourriez proposer? Alors oui, effectivement, nos titres se proposent par bloc de compétences. Nos 2 titres, pour chacun de ces titres, il y a 3 blocs de compétences. Vous avez par exemple un bloc de compétences pour la partie marketing qui est uniquement autour des outils. Alors les outils, c'est la suite Adobe, c'est le Canva, c'est tous les outils pour lesquels il faut le maîtriser. D'accord ? Et donc ça, on a un bloc là-dessus qui lui dure 4 mois. Donc on pourrait imaginer qu'un jeune chalonnais, post-bac, il ait envie que de faire ça et qu'il puisse venir suivre le module chez vous? Absolument, c'est tout à fait envisageable. Après, envisageable et souhaitable ou envisageable seulement? C'est seulement envisageable. Je dirais que ça s'adresse plutôt à des professionnels déjà.
vous voyez, ils ont besoin peut-être de renforcer, de muscler leurs compétences dans tel ou tel domaine. Je pense à un professionnel qui a touché très peu le digital, qui a envie par exemple d'appréhender le digital. Il a tout intérêt à venir chez nous, en l'occurrence, vous voyez, pour se familiariser avec les outils. Oui, puis élargir ses outils. Et voilà, vous voyez, et donc là, il acquiert de la compétence. Donc pour lui, ça fait sens. Un jeune qui sort du bac ou qui a fait une année ou 2 années ailleurs, dans une autre, et qui viendra faire un bloc, ça fait pas sens. De mon point de vue, ça fait pas sens. On n'a pas parlé des masters, vous en avez 2, donc ce sont des gens qui ont eu leur bachelor, leur licence Bac plus 3. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont que 2. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en alternance aussi? Ils sont en alternance. Les 2 sont également en alternance. Un est en alternance en IA, data IA, et l'autre est en alternance cybersécurité. Alors justement, la cybersécurité et l'IA, c'est les gros projets d'avenir. On ne peut pas imaginer demain, et même pour nous, aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur nos bachelors, ceux qui font de la programmation notamment, qu'ils apprennent à programmer avec une IA à côté. Vous parlez dans des dizaines d'années, mais est-ce que ça va pas aller beaucoup plus vite? C'est-à-dire que l'IA est déjà présente. L'IA permet au niveau du marketing de faire plein de choses au niveau de l'image, qu'elle soit animée ou qu'elle soit fixe. Mais pour autant, on va continuer à se développer. Je suis presque envie de vous dire qu'on est en pleine révolution technologique. Vous voyez, on est dans cette mouvance de la révolution technologique. Vous voyez, donc là où ça va aller, les problèmes d'éthique vont se poser autour de l'IA. Vous voyez, donc bon, pour le moment on s'en saisit, on apprend, on essaie de la maîtriser, mais on voit que c'est un peu compliqué quand même tout ça. Il y a tout un tas d'IA aujourd'hui qui sont de nouvelles IA, qui veulent adresser des sujets pour lesquels on n'est pas tout à fait sûr. Quand vous regardez un petit peu les études, il y a des IA qui font pas complètement correctement le job, ou c'est parfois un peu biaisé. Vous voyez, donc il faut faire attention avec ces technologies. Il faut être prudent. Nous sommes, une école, et donc on a un devoir d'éthique. Donc on fait très attention avec tout ça. Est-ce que pour vous, l'IA, c'est du même niveau que la découverte de l'imprimerie par Gutenberg, qui était quand même une révolution, et aussi l'arrivée d'Internet? Assurément, on est clairement, évidemment... Troisième révolution, donc, oui, bien sûr, par rapport au savoir. Est-ce que vos élèves de bachelor, est-ce qu'ils ont entre guillemets des cours, parce que on a bien compris qu'ici c'est pas un tableau et une craie, etc. Est-ce qu'ils ont des cours d'éthique? Ça fait partie effectivement des séquences de discussion. Vous savez, je vous ai parlé des séquences la peine de mort, tout ça, voilà. Ça. Donc on traite des questions d'éthique évidemment avec eux. Donc il y a une notion dans votre école de citoyenneté, d'être citoyen. Nous sommes sensibles à cette question-là. Vous voyez, nous y sommes sensibles. On voit bien que en interpellant nos étudiants de manière responsable sur la question de la citoyenneté, le respect, etc., quand on les sensibilise, mais avec responsabilité, petit à petit, ils deviennent sensibles à ces questions-là. Ils s'interrogent. On développe l'esprit critique, je dirais. Donc c'est pas que du code ici? Non, c'est pas que du code, évidemment. Si on veut former des professionnels, il faut qu'ils soient complets. Donc ils doivent être à la fois et compétents dans leur domaine, évidemment, mais être capable également d'avoir un sens critique, d'être de bons communicants, de prendre la parole en public, d'être vigilants. Donc à la rentrée, combien d'élèves en plus? À la rentrée, notre projet, c'est 35 nouveaux élèves. Donc on est à 25, on en aura à peu près 60 à la rentrée. Donc les candidatures sont ouvertes? Oui, absolument. Donc on vous écrit, c'est ça? On va sur le site internet. On va sur internet. On coche la case candidater ou la case brochure, et puis derrière, on vous rappelle. D'accord. Il y a d'autres questions sur le site où vous restez « je suis candidat » et vous recevez des gens? Oui. Ce qui est important, c'est de rencontrer les gens. On rencontre les gens. Ce n'est pas un dossier, c'est pas un bulletin scolaire, ce sont des gens. Et pour nous, c'est fondamental. Il y a des jeunes qui sont autistes Asperger, donc qui ont une capacité informatique, de déduction très importante. Alors, est-ce que dans votre école, vous en avez, ou est-ce que vous pensez pouvoir en accueillir dans votre structure? Ce sont les Asperger, je les ai rencontrés maintenant, ça fait, 2 décennies que j'étais amené à en rencontrer, et nous savons aujourd'hui que ce que nous proposons est plutôt approprié à ce type de profil. Et nous en avons dans nos effectifs aujourd'hui, oui, absolument. Vous en avez combien? 2. Donc Asperger, autisme Asperger, vous êtes les bienvenus. Absolument.
qu'est-ce que c'est que directeur pédagogique et quelle formation vous avez pour être directeur pédagogique? Alors, c'est une très bonne question. Donc, qu'est-ce que j'ai comme formation? Donc, moi, je suis moi-même informaticien. Je suis issu d'une école qui s'appelle EPITA, dont je suis diplômé en 2001. Et depuis fin des années 90, 99, j'ai participé à créer des écoles d'informatique en France. Une première école qui s'appelle l'Epitech, qui est assez connue dans le milieu, et une deuxième en 2013 qui s'appelle 42. C'est quoi la formation pour devenir directeur pédagogique? Alors d'abord, directeur pédagogique dans une école comme Collins, c'est un rôle un petit peu particulier parce que en fait, c'est comme une école qui ne se base pas sur l'enseignement classique, à savoir donc une relation prof-élève. Mais ici, vous êtes dans une école où l'idée, c'est de transformer l'étudiant quelque part de vieil adolescent en jeune adulte. C'est-à-dire être en mesure de trouver un métier, être en mesure d'organiser sa vie, être en mesure d'acquérir une forme d'indépendance, une forme de liberté, tout en travaillant. Et donc ça, c'est vraiment important dans notre déroulement. Et ici, en fait, au sein de l'établissement, si vous faites le tour de l'école, et vous avez quelques images, vous allez vous rendre compte que l'école, en fait, ne ressemble pas à une salle de classe. Vous n'avez pas de tableau blanc, vous n'avez pas d'estrade, vous n'avez pas de table de classe assez classique. Mais quelque part, ça pourrait être une entreprise. Donc ici, en fait, on est dans un bac à sable où on va sortir l'étudiant de terminale pour l'emmener vers le monde du travail. Et entre les deux, comme il y a un énorme décalage entre ce qu'on trouve en formation bac et ce qu'on trouve dans les entreprises, et ben, au milieu, nous, on est en charge de transformer cette relation entre les deux. Donc on n'a pas un rôle au sens pédagogique classique qu'on pourrait entendre, type professeur, proviseur, etc. Moi, je n'ai absolument aucune formation de prof ou ce genre de choses, donc je ne suis pas prof. Et notre rôle, ça va vraiment être d'accompagner l'étudiant pour qu'il réussisse à devenir un professionnel, un débutant compétent dans l'entreprise qu'il va devoir rejoindre. Or, comme nous sommes une école en alternance, ça peut arriver à peine un an après qu'on ait le bac. Donc c'est quand même une école dans laquelle vous allez sortir de terminale quelque part en juin-juillet, et en septembre de l'année suivante, soit 13-14 mois plus tard, eh ben, vous allez avoir votre première fiche de salaire. Et dans des métiers qui demandent des niveaux de compétences plutôt élevés. Développement informatique, marketing, communication digitale. Donc ce n'est pas rien. Et un an de travail, pour y arriver, c'est un peu de challenge. Et moi, mon but, mon rôle, mon métier, c'est de faire que ce challenge soit réussi pour les étudiants. Alors comment vous intervenez concrètement auprès des étudiants? Alors comment est-ce qu'on construit un beau château fort avec l'étudiant? Alors le métier, en fait, vous avez un axe principal et un axe secondaire. Donc l'axe principal, c'est ce qui va se passer dans l'établissement. Et après, l'axe entre guillemets secondaire, c'est que quand même, il faut que l'étudiant trouve du travail. Donc il y a tout ce qui est la partie relation entreprise. Dans la première partie, ce qu'on va trouver, c'est que vous avez une première année de formation initiale où on va apporter les compétences basiques qui sont nécessaires pour l'étudiant. Comment est-ce qu'on intervient concrètement? Première chose, le programme pédagogique. Il y a des choix à faire. Qu'est-ce qu'on va apprendre à l'étudiant pendant un an? Donc, il y a bien quelqu'un qui doit choisir ça. C'est beau. Qui suis responsable de ces choix et qui va dire on va aller vers ci, vers là, parce qu'on estime que les choses seront mieux pour l'étudiant pour trouver du travail en septembre de l'année suivante. Ensuite, ce programme-là, va falloir assurer qu'il soit délivré au niveau de l'étudiant. Donc là, on travaille avec différents logiciels, avec différents systèmes qui vont permettre d'être sûr que l'étudiant est en train de travailler. Ensuite, je vous rappelle que l'école, elle délivre des titres, elle est Calliope, donc on a des normes à respecter. Il y a un programme en fait. Il y a un programme, on a un certificat à donner, on a un certificat que l'étudiant doit réussir à passer, et donc tout ça, ça va nous emmener, ça nous dirige et ça nous emmène vers un certain nombre de suivis, etc., les feuilles de présence, etc. Donc ça, c'est vraiment sur les aspects que je vais qualifier vraiment de savoir-faire, c'est-à-dire avoir son métier de technicien entre les mains, savoir coder, savoir faire de la communication digitale. Et puis vous avez un autre axe qui est l'aspect vraiment savoir-être. Et là, en fait, on va avoir un travail où il faut que l'étudiant réussisse à aller travailler dans une entreprise demain. Et pour aller travailler dans une entreprise demain, il y a des comportements à avoir. On n'est plus un vieil ado qui se lève à 10h du matin pour aller au boulot. Ça ne marche pas comme ça. Donc il va falloir apprendre à se lever le matin, il va falloir apprendre à organiser sa vie, etc. Donc concrètement, ça peut prendre tout un tas de formes autour du fait qu'on vérifie à quelle heure les étudiants arrivent le matin, on est en mesure de discuter avec eux de différentes situations qui peuvent être plus ou moins complexes, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire ci, pourquoi ils n'arrivent pas à faire ça, pourquoi ils n'arrivent pas
à organiser leur vie, et on va comme ça les amener au fur et à mesure du temps à acquérir un certain nombre de compétences de la vie pour réussir à rejoindre le monde professionnel. Donc vous voyez, c'est vraiment une école assez particulière, parce que ça, le discours que je viens de tenir, c'est pas quelque chose que vous auriez entendu quand vous étiez au lycée, quoi. C'est pas possible. D'abord, la première chose, c'est qu'ici on est une école dans laquelle on fait confiance dans l'intelligence et on fait confiance dans l'étudiant. Il faut savoir que nous, on n'a pas du tout un discours de dire que les nouvelles générations, je sais pas quoi, là, ça fait 2000 ans qu'on nous dit que les nouvelles générations sont moins bien que celles d'avant. Moyennant quoi, il y avait l'homme préhistorique qui était à peu près intelligent. Donc, non, ce n'est pas vrai. Les générations actuelles sont des générations, au contraire, qui sont particulièrement bien formées, qui sont particulièrement bien avancées, qui ont, au travers des outils numériques qu'elles ont déjà maniés, leur téléphone, leur portable, etc., ont vraiment une connaissance du monde extérieur, sont déjà des gens hyper connectés, ils ont des amis dans le jeu vidéo qui peuvent être au Japon, dans n'importe quel pays, ils sont hyper ouverts sur, je sais pas moi, de la culture japonaise, de la culture d'autres pays, enfin, c'est assez impressionnant. Voilà. Et tout ça, c'est quand ils vont arriver chez nous. Et nous, en fait, on va faire confiance dans l'étudiant et on va le mettre face à ses responsabilités. Donc, quand vous êtes dans une entreprise et que vous êtes face à quelque chose à réaliser, vous n'avez pas un prof avec un cours magistral qui vous explique ceci, cela, et qui, le vendredi, vous dit vous allez avoir 2 heures d'examen sur le sujet. Ça ne marche pas comme ça. Quand on est en entreprise, travailler à 2, ça s'appelle collaborer. Au lycée, travailler à 2, on appelle ça tricher. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'il va falloir changer. Aujourd'hui, quand vous êtes au lycée, quand vous faites un projet à 90%, vous avez la note de 18 sur 20. Vous êtes un héros. Ce que je veux vous dire par là, c'est que 18 sur 20, c'est pas un résultat d'entreprise. Aujourd'hui, si je vous dis vous avez une voiture qui a 18 sur 20, c'est une voiture, par exemple, sur laquelle il manque une roue. Ça vaut quoi une voiture à laquelle il manque une roue? Eh bien, ça vaut 0. Donc il faut apprendre à faire les choses à 100%. Alors du coup, ça veut dire quoi dans la pédagogie de l'étudiant? Ça veut dire qu'ici, et vous pouvez leur demander, tant qu'un projet n'est pas réussi à 100%, il ne passera pas au projet suivant. Ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça, parce que c'est exactement ce qui va se passer dans la vraie vie demain. Ils n'ont pas de prof à proprement parler, parce que dans la vraie vie demain, ils n'en auront pas. Ils ont des projets à réaliser, des fois seuls, des fois en groupe, des fois même entre différentes sections, que ce soit informatique, que ce soit communication digitale. Il va falloir apprendre à se parler, apprendre à communiquer, apprendre à voir les avis des autres, apprendre à défendre son point de vue, apprendre à faire les choses extrêmement correctement jusqu'au bout et qui fonctionnent. Et tout ça, ça va se faire au travers de l'apprentissage par projet. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'apprentissage par projet? Ici, vous arrivez, et on va vous mettre effectivement devant un ordinateur, devant un écran, et on va vous dire, ok, essaye de réaliser cette tâche. Et moi, je vais vous dire, vous allez me regarder comme ça dans le blanc des yeux en me disant, je sais pas quoi faire. Et tu vas dire, tu vas te servir du gros truc qui est coincé entre tes 2 oreilles, et tu vas commencer à réfléchir, et tu vas commencer à réussir à faire ce petit exercice. C'est un premier petit exercice, peut-être qu'il fait 1 ou 2 lignes, et puis de 2 lignes, on passe à 12 lignes, on passe à 50 lignes, on passe à 3000 lignes, on passe à 50 000 lignes. Ils sont aidés comment à passer de 2 lignes à 10 lignes, à 50 lignes, à 1500 lignes? Vous avez plein de solutions qui vont permettre à l'étudiant de progresser. Donc vous avez effectivement, comme vous avez des gens qui sont ici, donc par exemple vous avez Kevin, des coachs pédagogiques qui sont là tous les jours et qui entourent les étudiants quand ils ont une question, ils peuvent leur poser la question. On a certaines journées où on fait exprès que le coach pédagogique ne soit pas présent pour forcer l'étudiant à devoir travailler seul et à apprendre à ne pas toujours se retourner vers quelqu'un en disant « j'ai ceci, cela à faire ». Okay, donc c'est très important. Il peut collaborer, donc il a des voisins, des voisines avec qui l'étudiante peut discuter, voir s'il a déjà fait le projet, pas le projet, etc., etc. Et puis enfin, il y a des ressources sur Internet, des intelligences artificielles, des sites Internet, etc., où ils peuvent collecter de l'information. Pour certaines parties extrêmement précises, on peut faire appel à ce qu'on va pouvoir qualifier, entre guillemets, même s'ils ne le sont pas, des professeurs sur un mode plus classique. Par exemple, pour ce qui va être des cours d'anglais, il y a des trucs techno très spécifiques qu'ils doivent apprendre, où là, je peux me retrouver à passer au tableau, etc., pour leur montrer un certain nombre de choses très précises. Il y a des cours collectifs extrêmement peu nombreux. Par contre, on a des soutenances collectives, où les étudiants vont se parler entre eux. On peut se retrouver aussi, par exemple, pour la partie développeur, ce qu'on appelle des live coding sessions. Il va falloir coder devant tout le monde, un exercice extrêmement difficile pour les étudiants. Il va falloir apprendre à s'exprimer, à parler, à faire des présentations. C'est tout ce qu'on peut trouver dans une entreprise, tout ce qui est plus classique, tout ce qui est plus normal. Est-ce qu'il y a des intervenants extérieurs à l'école qui viennent faire une sorte entre guillemets, de conférence? Alors complètement. Donc la première chose, c'est qu'on a des intervenants extérieurs extrêmement réguliers qui sont des professionnels dans leur métier. Par exemple, ça peut être
sur des outils type Photoshop, etc., etc. On a vraiment des professionnels dont c'est le métier de faire ce genre de choses, qui là vont venir relativement régulièrement voir les étudiants. Quand je dis régulièrement, c'est 1 à plusieurs fois par semaine en général. Ça peut être par exemple pour l'anglais, etc., etc. Ensuite, on a des intervenants, on a un certain nombre de sujets ici qui sont assez intéressants. On est en train de monter un laboratoire d'éloquence, où on est en train de travailler, on travaille avec des étudiants sur des sujets qu'on fait exprès d'être un peu polémiques, qui peuvent être des sujets politiques, où on demande aux étudiants de défendre leur point de vue, etc., etc., pour qu'ils apprennent à exprimer leur point de vue, qu'ils apprennent à exprimer leur point de vue, qu'ils apprennent surtout à écouter les points de vue de l'autre, et qu'ils apprennent à avoir une discussion entre gens intelligents sans se crier dessus, même si on n'est pas d'accord sur les sujets. Comment est-ce qu'on fabrique son argumentaire, tout ce genre de choses, c'est des choses extrêmement importantes que l'étudiant peut être amené à mettre en place. Et enfin, on a tout un tas de séries de conférences qui peuvent arriver, soit qui peuvent arriver en ligne, soit qui vont se faire dans la salle de conférence que vous avez là-haut, où on peut accueillir une 60aine de personnes, 50-60 personnes, et dans laquelle on va mettre en œuvre, je sais pas moi, l'organisme de la sécurité de l'État qui va venir expliquer aux étudiants pourquoi la sécurité des systèmes d'information c'est si important. Ça peut être, je sais pas moi, la gendarmerie, ça peut être ce genre de personnes qui vont... Donc voilà. Au-delà de ça, il faut savoir que les étudiants, par exemple, peuvent aussi être connectés sur des réseaux internationaux d'écoles avec lesquels on travaille, parce que Montchalon c'est sympa, mais bon, il y a d'autres choses qui se passent dans le monde. Donc de temps en temps, ils peuvent être amenés à avoir des discussions avec d'autres étudiants dans le monde entier. Ceux qui font du marketing travaillent sur l'image, sur la photo et la vidéo. Est-ce qu'ils ont des cours, des exposés sur l'image? S'il y a bien une ville où on pourrait parler de ce genre de choses, je pense que c'est Chalon. Vous avez 2 sections. Vous avez une partie qui est vraiment programmation. Et ensuite, vous avez une partie qui est tout ce qui est marketing, conception, community management, ce genre de choses. Et là, en fait, vous avez énormément de métiers différents. Donc, en fait, la première partie, c'est qu'on montre tout un tas de métiers aux étudiants et aux étudiantes. Et en fonction de leur envie, ils vont un peu se spécialiser dans des sujets. Du marketing au community management, il y a quand même un grand écart sur tout un tas de choses qui peuvent se passer. Voilà. Donc oui, après, on va apporter, en fonction de ce que vont faire les étudiants, des cours. Et puis alors, c'est sûr qu'en vidéo et en photo, on est quand même dans une ville où c'est pas très compliqué à mettre en œuvre, de trouver des personnes compétentes sur le sujet. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Moi, j'ai un bac STMG, je suis une RH de formation. Je l'ai fait au lycée Léon Blum, donc au Creusot. Et après mes études, j'ai décidé que je voulais plus m'orienter vers du marketing et de la com digitale, plutôt que de rester purement dans les ressources humaines. Alors qu'est-ce qui vous intéresse dans la com digitale? La com ou le digital? Et en fait, plus la com que le digital. En soi, je suis une personne qui est très à l'aise à l'oral, qui adore créer et qui adore partager. Donc pour moi, faire de la com digitale, ça a au final coulé de source. Et avec mon bac STMG et avec ma formation de RH, j'avais quand même déjà des bases plutôt solides qui pouvaient me permettre de venir dans ce bachelor et de pouvoir m'intégrer au mieux. Alors ça se passe comment ici? Et en fait, ici, ça se passe de façon toute simple. On travaille par projet. Par exemple, je suis en projet avec 2 autres de mes camarades, donc les 2 autres marquettes en B1 qui sont dans l'autre salle. C'est pas pour nous séparer, c'est que la disposition a été faite comme ça. Et on travaille par projet. Là, par exemple, le projet, c'est Coal, c'est une entreprise fictive qu'une de mes camarades a créée. Et c'est cette entreprise qu'on a gardée depuis quasiment septembre et sur laquelle on travaille. On a fait toute la partie communication et là, on a fait toute la partie marketing du projet. Alors, c'est une entreprise qui vend quoi, qui fait quoi? Coal, c'est une entreprise de cosmétiques bio et accessible. En fait, Coal, le principe, c'est qu'on a créé un guide qui nous permet de savoir comment prendre notre peau et comment utiliser les produits de Coal. Et grâce à ce guide qui, lui, est gratuit, on peut acheter les produits de Coal, avoir toute une routine bien faite et surtout adaptée à notre peau. Et ça nous sert à tout simplement mieux comprendre notre peau et avoir des bons produits naturels qui sont pour nous et pour la planète meilleurs. Alors Coal, c'est virtuel, hein, on est d'accord? Vous parlez un petit peu de peau, vous avez une compétence dermatologique? Moi de moi-même non, mais la marque oui, elle se fait en dermatologue. En gros, on fait tout tester en laboratoire par des dermatos et également par d'autres étudiants pour également leur permettre d'apprendre et de savoir ce qui est bon pour eux et ce qui est bon à vendre et ce qui n'est pas bon à vendre. En fait, on a fait un back to basic. En gros, on retourne au rétinol, à la vitamine, à tout ce qui est bon et ce qu'on a naturellement dans le corps pour aider notre corps lui-même à être plus beau et en meilleure santé. On a créé un gommage en dernier produit, c'est un produit qui va nous servir pour la soutenance de cet après-midi et on a été vérifier quel type de sucre on voulait mettre dans le gommage.
parce que tous les types de sucre n'exfolient pas de la même façon, n'ont pas les mêmes capacités au niveau régénération de la peau ou cellulaire. On ne met pas, par exemple, du sucre brun, ça ne fonctionne pas pareil que du sucre roux ou du sucre blanc, tout simplement. Mais alors, qui vous conseille par rapport au type de sucre, parce que vous n'avez pas les compétences biologiques? Ce qui nous conseille, c'est nos expériences personnelles, les expériences d'autres personnes sur le net et d'autres de nos camarades à qui on a été demandé, qu'on a été interviewé. Alors donc, votre projet marketing, c'est un projet qui va se présenter sous quelle forme? De panneaux, de sites, de TikTok? Pour promouvoir Koal, nous, on a utilisé donc un Canva qui va nous servir uniquement à poser... Alors c'est quoi Canva? Canva, c'est ce que vous voyez juste là. C'est un logiciel? C'est un logiciel qui nous permet, c'est australien Canva d'origine, et ça nous permet de créer des diapos un peu plus jolies que par exemple sur PowerPoint. Des diapos ou des vidéos aussi? On peut créer des vidéos. Oui, c'est tout multimédia. C'est multimédia, exactement. Et on a également créé des posts Instagram qui sont sur le compte de mes camarades, des shorts et des réels qui sont sur le compte également de mes camarades. Et moi, j'étais en charge de la fidélisation, donc j'ai créé le blog de Koal, donc c'est ce que vous voyez juste ici, avec sa deuxième page. Voici le blog de Koal. Donc quand on arrive, on a notre personnage Sacha qui est un co-baby. Un co-baby, en fait, c'est... Avec notre programme de fidélité, c'est quand ils arrivent à 100 € d'achat chez Koal, ils passent ce cap et gagnent des points pour avoir des réductions sur la prochaine commande. Ça, c'est le fameux duo de gommage et de crème dont je vous parlais. Donc c'est vous qui avez fait le marketing de la boîte? C'est ça. En fait, on le fait toutes les trois. Moi, je suis sur la partie fidélisation, mes camarades sont sur les autres parties. Donc, ils avaient un code promo en mail que je pourrais vous montrer après, des votes, un chat pour que les koalas, donc nos clients puissent communiquer entre eux, et nos recommandations. Et lorsque l'on clique, si le site était marché, donc hypothétiquement lorsque l'on clique, on arrive sur cette page qui montre donc en gros les deux produits et leur composition avec leurs bénéfices. Par exemple, c'est ce que je vous disais précédemment pour le gommage. Il est fait à base de sucre de canne, d'huile végétale, donc d'abricot et d'amande et d'aloe vera. Et donc, on apprend les bénéfices pour la peau. Ça exfolie en douceur, ça nourrit et hydrate la peau, ça aide à réguler le système immunitaire et à la protéger des agressions extérieures. Et ça a également des qualités anti-inflammatoires et ça hydrate la peau. Vous avez envie de mettre un peu de vidéo, de voir quelqu'un qui met ce produit ou pas? Bon, je ne les ai pas moi-même. Alors, donc on voit Koal là, voilà, votre entreprise voilà, ça c'est dermatologique. Le mail, par exemple. D'accord. Donc avec le mail où on remercie les gens de leur commande. Voilà. Les eucalyptus, c'est ceux qui sont déjà agréés chez nous, c'est nos clients chauds, c'est ceux qui nous aiment et qui continuent de nous suivre avec leur code promotionnel pour avoir donc le fameux duo de produits que je viens de vous montrer et à un prix réduit. Mais je pense pas, j'ai peut-être pas les vidéos, je vais pouvoir vous montrer mais que les créations. Ça et ça, ce sont deux vidéos donc avec deux de nos camarades. Donc Carla qui nous présente sa routine mais qui elle parle, donc elle applique les produits, elle explique comment ça marche. Et Théoden qui lui est plus en ASMR, donc il ne parle pas, il y a juste une musique de fond et on le voit utiliser les produits Koal sur lui. Vu que Koal c'est une marque mixte, on voulait vraiment avoir un homme et une femme qui présentent les produits. C'est pour ça qu'on a demandé à ces deux camarades. Qu'est-ce qui vous plaît ou vous déplaît dans cette école, dans cette formation? Eh ben, je vais être plus trop transparente. Moi, si je n'ai pas Collint, j'aurais pas fait d'études supérieures. Je suis pas vraiment très à l'aise avec le système scolaire dit classique. Attention, il ne faut pas taper les doigts sur l'éducation nationale, hein, c'est très bien, il y a certaines personnes à qui ça correspond vraiment. Mais moi, ça ne me correspondait pas de devoir avoir des cours toute la journée fixes par horaire. C'est vraiment ce qui ne me convenait pas et je voulais vraiment toucher à plus de choses et beaucoup plus manipuler. J'avais déjà fait un bac techno en espérant manipuler plus, mais au final, j'ai quand même fait énormément de non concrets et très peu de concrets. Même si on est à l'origine de l'exposition qu'il y a eu au Webungo sur les femmes dans l'industrie. C'est ma classe qui l'a fait. Exposition photo, qu'on n'a d'ailleurs pas pu voir au final parce qu'on n'a pas été invité. Mais du coup, moi, j'avais flashé sur Collint en les voyant déjà en seconde. Et je les ai revus en première, ça a continué de me plaire. Parce qu'ils sont venus à l'école, présenter l'école? Oui, en fait, Bloom fait un espèce de salon qui permet aux écoles des alentours de venir se présenter. Et Collint était présent, j'ai beaucoup échangé avec les B2 actuels. Et je les avais également vus à Studyrama. Vraiment, Collins, ce qui m'a plu, c'est vraiment la philosophie Collins avec bienveillance, audace, courage et la façon de fonctionner en fait. Fonctionner par projet, moi, c'est ce qui me plaît parce qu'en fait, je peux gérer mon temps bien mieux que si j'avais, je vous dis une bêtise, on me dit ton exercice, tu le fais pour demain. Ici, ça n'existe pas.
On a vraiment le temps de se plonger, le temps de comprendre les exercices et le temps de faire à notre façon et à notre sauce. Bien sûr, on a quand même des intervenants pour nous aider, mais on peut vraiment faire et toucher, manipuler. En fait, ici, le but, c'est on manipule et on apprend en manipulant pas. On nous dit appuyer sur entrée pour sauter une ligne. C'est en cherchant sur le clavier qu'on a appuyé sur entrée et qu'on sait que ça fait sauter une ligne. Et comment interviennent les professeurs, les coachs, parce que ici, il n'y a pas de professeurs. Nous, par exemple, en marketing, on a 2 coachs en marketing. Ali qui n'est pas présente et Alix non plus, qui arrivera cet après-midi, et Kevin qui nous aide également de temps en temps. Et ils viennent, ils gravitent autour de nous, ils nous donnent des conseils sur ce que eux sont capables de faire. Par exemple, ce n'est pas assez centré à leur goût, ils nous expliquent pourquoi ça devrait être centré, parce que c'est conventionné de telle façon. Mais on n'est pas obligé de suivre, ce sont des conseils, c'est pas juste fait ainsi car je te dis de faire ainsi, c'est fait ainsi car c'est conventionné, mais tu peux sortir de la convention car ça reste ton projet. Donc il n'y a pas de cours collectif de marketing, non. Il y a des compétences par rapport à ce type de projet ou pas du tout? Pas vraiment, parce que ma formation de RH m'avait quand même bien aidé avec notre projet sur les femmes dans l'industrie, mais de moi-même, j'avais quand même déjà réalisé des moodboards, des choses comme ça, mais je n'avais jamais utilisé la suite Adobe, par exemple, que l'école nous fournit, ou des choses comme ça. C'est vraiment des logiciels pro sur lesquels j'ai découvert. Donc pour vous, c'est tout bénéfice? Exactement, c'est vraiment tout bénéf d'être venu ici, parce qu'en fait, on apprend vraiment avec des logiciels professionnalisants. On pourrait rester sur Canva à l'année. Le Canva est gratuit, il y a certes une version payante, mais c'est pas avec ça qu'on peut faire le plus de choses. On nous a appris à utiliser Photoshop, on nous a appris à utiliser tout le reste de la suite Adobe dont on peut avoir besoin. Et vraiment avec des cours, par contre cette fois-ci, qu'en début d'année on nous a appris à nous servir de la suite Adobe pour qu'on parte quand même avec des bases correctes et solides. Mais sinon, en fait, nos cours se font entre nous en regardant les projets des unes des autres et en se donnant... Puis en allant sur Internet chercher des conseils, etc., oui. des tutoriels. C'est ça. En fait, c'est très libre. C'est si on veut chercher, on peut chercher nous-mêmes. On n'est pas limité à ce que nous dit le professeur et à sa seule parole qui est en théorie d'ordre dans une école dite classique. Alors qu'ici, on peut aller chercher et dire « Ah bah, j'ai trouvé tel site qui fait la même chose que celui-ci, mais celui-là est pas payant, non, celui-là est peut-être plus facile à utiliser. » On peut vraiment être libre de nos choix et de nos utilisations. Et le fait de travailler à 3, c'est un plus ou c'est parfois embêtant parce qu'il faut se mettre d'accord, il faut négocier? J'aime travailler en équipe, donc le souci n'est pas là du tout. Après, comme on dit, 3, c'est un peu compliqué quelquefois comme chiffre, comme tout nombre impair. Mais en fait, c'est au final très arrangeant puisque chacune s'occupe d'une phase précise. Moi, j'avais par exemple la phase fidélisation et mes 2 autres camarades avaient les 2 autres phases. On se répartit également les projets comme ça. Depuis 2019, où j'ai créé la première journée de l'autisme à Chalon-sur-Saône, les choses ont avancé. Elles ont avancé, mais être à Collins School aujourd'hui est pour moi quelque chose dont je rêvais. Parce que je m'étais renseignée et pour tous ces jeunes qui sont autistes et qui n'ont pas de déficience intellectuelle, on les appelle Asperger, au potentiel intellectuel aussi, il n'y avait rien en dehors de Grenoble ou de Paris. Et c'est tout à fait par hasard, parce que je suis voisine, que je suis venue ici, à Collins School, et que j'ai découvert un univers qui était ouvert à ces jeunes qui sont laissés sur le carreau, en France en tous les cas, pas aux États-Unis. Microsoft crée même des classes spéciales pour ces enfants-là, qu'on sait très doués pour tout ce qui est informatique et intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va changer la vie des autistes. Il y a déjà des études pour des diagnostics précoces avec l'intelligence artificielle et ça les aide dans leur cheminement. Donc je pense que je suis une grand-mère très heureuse d'être ici dans cette école qui les accueille et qui est, je veux dire, adaptée à leur cheminement mental et intellectuel et qui s'adapte à eux. C'est pas la société qui impose des codes
parce qu'ils ne peuvent pas être dans les codes. Mais c'est l'école, c'est l'enseignement qui s'adapte à leur intelligence.